à tous. Merci d'être avec nous pour ce panel dédié au développement des projets hôteliers. En discutant avec les panélistes, la façon dont nous avons pensé que c'était plus utile peut-être de comprendre quels sont les succès d'un projet hôtelier, c'est de regarder le long du cycle de vie d'un hôtel, les différents acteurs, ceux qui pensent sont ces facteurs de succès. Et pour ça, avec nous, nous avons deux opérateurs, un gestionnaire de projet pour la partie technique et une banque / propriétaire. Donc, on va d'abord vous les présenter. Malek, si vous voulez. Malek Louz, je travaille à la BIAT, la première banque tunisienne. Je suis ingénieur de formation et j'ai plusieurs casquettes au niveau de la banque. On a le patrimoine de la banque, donc je m'occupe du patrimoine. Et puis, avec un concours de circonstances, on s'est retrouvés. On avait une filiale, on était actionnaire, elle était en difficulté, mais elle venait de lancer un projet d'hôtel en partenariat avec le groupe Accor. C'était en 2008. Donc on a repris la société, du coup on est devenu majoritaire. Et avec la petite équipe que j'avais avec moi, on était, je crois, 4, on a démarré la construction pour essayer de sauver la société. Du coup, on s'est retrouvés avec le groupe Accor en challenge de créer, de répondre à une demande de business à Tunis. Et les projets ont été terminés en 2012. Du coup, ce partenariat s'est consolidé et avec l'assistance du groupe Accor pour qu'on lance d'autres affaires. Et le retour positif du travail qui a été fait et de capitaliser un peu sur l'équipe et de tous ces efforts-là. On a lancé d'autres hôtels. Du coup, maintenant, on est en 3 en exploitation, 1 en réalisation, et on a d'autres sites qui sont à l'étude. L'équipe, maintenant, je gère une équipe de 20 personnes, donc du coup, on a plusieurs casquettes. On est dans le management de projet, mais en même temps, on est propriétaire et on est banquier. Voilà, c'est une relation, c'est un profil un peu bizarre, mais c'est une expérience peut-être unique maintenant en Tunisie. Et le retour positif qu'on a vu un peu de ça, c'est qu'on a pu ramener une enseigne d'envergure qui est Groupe Accor, et on a pu contribuer un peu à changer un peu la donne du tourisme d'affaires en Tunisie. Du coup, il y a plusieurs investisseurs qui se sont mis maintenant à réfléchir et à rehausser cette image. Depuis le matin, on entendait parler du tourisme tunisien qui est relativement qui tire vers le bas. Et là, je crois qu'avec cette expérience, avec ce partenariat gagnant-gagnant entre un opérateur et une banque qui se met dans le management de projet, à tirer vers le haut les prix, aussi la formation. Aujourd'hui, on a quand même du personnel bien formé qui ont bénéficié de 4 mois de formation avant l'ouverture des premiers hôtels. Et évidemment, les employés ne restent pas dans un même hôtel, ils bougent. Du coup, ça a donné un point positif pour le tourisme d'affaires. Donc vous nous ferez part de votre expérience positive en tant que propriétaire. Youssef Chreibi, si vous le présentez aussi. Donc, bonjour à tous, Youssef Chreibi. Avec mon ami associé Paco, on a monté Magespro en 2011. Okay. Pour donner des solutions aux fonds d'investissement et autres promoteurs dans la réussite de leurs projets immobiliers et hôteliers. En 2017, il y a 2 ans, on a monté Magespro Africa pour justement faire bénéficier la même chose de notre expérience sur les pays d'Afrique. Et j'espère bien que 2019 sera l'année pour ça. On est aujourd'hui 40 collaborateurs, ingénieurs et architectes. On fait beaucoup de projets résidentiels, appartements, villas, de ce qu'on appelle large scale projects, un peu partout dans le royaume. Et aujourd'hui, on est à notre 10e hôtel au Maroc. Cette année, normalement, nous livrons un hôtel à Casablanca de 228 chambres sur boulevard Messira et un autre hôtel à Saïdia pour la société de développement de Saïdia, filiale de la CDG.
j'espère cet été, qui pourra accueillir des touristes toujours dans cette dynamique dont on a parlé tout à l'heure, portée par Sa Majesté le gouvernement de l'anciennement Plan Azur et Vision 2020. Voilà. Ensuite, nous avons Yassir Mounchi. Oui, bon de chez Marriott. après-midi, Yassine Mounchi, je représente le groupe Marriott en Afrique, où nous avons aujourd'hui à peu près 140 hôtels dans toute la région. Je suis responsable principalement de notre croissance en Afrique de l'Est et de l'Ouest, à travers des contrats de management et des contrats de franchise. Et enfin, Amir Lavaidi du groupe Hilton. Merci. Je vais parler en anglais, si ça vous plaît, mais je peux parler avec un accent français. My name is Amir Lababidi. I work for Hilton. Hilton is present in the region today in Morocco, Algeria. We have a growing pipeline as well in this region as well, so it's a real focus for us now. The North Africa region, particularly in Morocco, and Tunisia, and also in Algeria, we're having a strong kind of development focus now and push. We have a dedicated resource here based out of Morocco and Casablanca, Faras Hasbini, who's, I hope, in the audience, or if he's not, I'm sure he's around for you to meet later today as well. So, yeah, thank you. Merci Amir. Donc, j'aimerais commencer la discussion avec la première étape d'un projet hôtelier, qui est souvent une étude de faisabilité, et obtenir l'avis de notre panel sur qu'est-ce qui est important d'obtenir dans cette étude de faisabilité et qu'est-ce qu'il faut éviter. Peut-être, Yacine, vous voulez commencer? Oui, bien sûr. Alors, je pense que l'étude de faisabilité, elle est importante pour le propriétaire. C'est vrai que les opérateurs le demandent, mais c'est pour en fait aider le propriétaire depuis le début à avoir une idée de leur retour sur investissement, savoir à peu près les coûts approximatifs pour développer un projet, et ensuite aussi pour pouvoir présenter ce document à une banque. Donc c'est vraiment le début pour savoir si, est-ce que ça vaut la peine de développer un projet sur cet emplacement ou pas, à quel coût, et ensuite on travaille le concept ensemble à partir de ça. Donc l'étude de faisabilité va vous donner une température du marché. Vous parlez de coûts approximatifs. Oui. Un des risques d'un projet hôtelier est bien sûr de plus avoir de fonds. Oui. Comment est-ce que vous conseillez vos propriétaires pour mieux comprendre les coûts de construction? C'est vrai que je pense en Afrique, en tout cas, je ne parle pas peut-être du Maghreb, mais en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest, on a un challenge avec une manque de données, donc de coûts. Pour pouvoir faire des estimations au début, il n'y a pas beaucoup d'informations. Donc souvent c'est un challenge, et ce qui aide, c'est d'essayer de immédiatement discuter avec un cost consultant qui peut donner une idée un petit peu plus précise. Et ensuite, ce qu'il faut surtout faire, c'est pendant le design du projet et après que la construction a commencé, il faut updater cette étude de faisabilité une fois qu'on a les coûts un peu plus précises, une fois qu'on a un design et qu'on peut commencer à faire un coût. Mais on dirige les propriétaires assez tôt, soit vers un cost consultant ou un project manager qui peut aussi donner cette estimation de coût. Mais là, on n'a pas encore impliqué un opérateur, c'est vraiment l'étude. Oui. L'étude de faisabilité et de marché. Est-ce que vous conseillerez à un propriétaire d'obtenir ces informations avant de vous parler? Pas nécessairement. On peut les pointer dans la bonne direction si nécessaire. Il faisait allusion à mon ami ici, voilà. Justement, pour que tu les orientes un peu. Voilà. Non, effectivement, Damien, aujourd'hui, surtout pour les propriétaires qui vont faire appel à de la dette et auprès d'établissements bancaires, cette étape de coût est super importante. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir, nous, justement, au Maroc, de la data très précise, puisque on a les derniers marchés que nos clients ont signés sur les derniers projets, ce qui nous permet de donner une visibilité à nos clients très précise sur le coût de leur projet. Maintenant, l'exercice
ou le homework du propriétaire, c'est de savoir lui où est-ce qu'il veut aller. Parce qu'aujourd'hui, nous, sur les projets sur lesquels on a bossé, on a eu des hôtels dont l'estimation ou le coût final d'une chambre était à 1 million, 2, 3, jusqu'à 5 millions de dirhams la clé. Donc après, il faut que le propriétaire sache où est-ce qu'il met les pieds et le standing qu'il vise par rapport au gap dans le marché qu'il a détecté et auquel il voudrait répondre. Comme ça, vous parliez du marché du Maroc spécifiquement, parce que c'est là où vous avez de l'expérience, mais si vous deviez conseiller quelqu'un sur un nouveau marché, par exemple le Ghana ou la Côte d'Ivoire, comment est-ce que vous approcheriez ceci? De la même façon, en approchant quel type de consultant si vous ne les connaissez pas? En fait, moi je conseillerais un propriétaire qui commence un hôtel dans un autre pays de faire appel à un project manager qui au moins a déjà réalisé 3 hôtels dans les 5 dernières années, avec peut-être un durant les 18 mois pour avoir cette précision des dernières, parce que c'est quand même, l'hôtel est un actif différent des autres dans le sens où il y a énormément de prescriptions qui vont avec pendant la construction. Donc voilà, un propriétaire qui va commencer un hôtel, vraiment chercher un project manager qui a cette expérience locale. S'il n'y en a pas, eh bien, chercher un project manager qui au moins maîtrise la méthodologie, parce que la méthodologie est facilement duplicable d'une ville ou d'une autre. On a travaillé sur d'autres marchés, mon associé et moi. Donc, une fois que la méthodologie est précise, même si le type d'actif hôtel n'a pas été construit, on peut se baser sur d'autres types d'actifs et faire des corrélations pour sortir le coût de l'hôtel. I think I'll just add into that. I think it's really important to be really disciplined about the approach you take to any hotel project, regardless of where it is. There's a systematic process that should always be followed, and that is, you know, is the market that you want to enter a long-term sustainable market? A hotel investment is an investment that's going to be lasting, you know, 20, 30, 40 years more in some cases. So really understanding how you match the market to the product and the site to the product is absolutely critical. You know, we've worked on projects, or I've seen a lot of projects where hotel development's been considered, but it's actually, you know, it's the wrong positioning. You know, it should have been a kind of full service product instead of a limited service product because of the lack of supporting infrastructure around in the immediate community. So I think ensuring that you've got, you know, the right product for that market and that site in particular is absolutely critical. And that's where the feasibility study comes in. And that's the first stage, you know, that highest and best use. You have a plot of land, you want to maximize the land value, the residual land value. So what is the best commercial use? What is actually physically possible? What does the regulation allow? And before you kind of get into, you know, mobilizing teams or architects and you think you know what you're doing, have that all lined up before you start, because you really start to mitigate your development risk at that initial stage. And this is where I think it's essential. And then I think once you've done that and you understand what the product is, what model do you want to sort of operate on? Do you want to operate on, you know, on a management agreement model, or is it a franchise that you're looking at? Have you got the operating structure behind you? So these are the steps that need to be followed, and having an architect and a project manager on board at those initial stages, together with an operator that you feel is the right fit for that market, that can deliver what that particular site needs to deliver the maximum residual land value. These are the critical components, and having those advisors, consultants on board, the operator included as one of those, is absolutely critical. Like you were saying about you know, having the project manager that understands the kind of local nuances of that market and understands the disciplines and how he can coordinate all of those disciplines is absolutely critical. So yeah, I think getting that professional team in place at the very beginning is a key element to mitigating the development risk. Malek, vous êtes prêteur de fonds donc, et pour libérer des fonds pour un projet hôtelier, qu'est-ce que vous avez besoin de voir dans une étude de faisabilité? D'abord, moi je rejoins, hein, d'abord c'est le coût, le budget,
l'estimation du budget n'est pas évidente, surtout lorsqu'il n'y a pas une grande expérience de répondre à des produits de normes internationales. Juste, je reprends un peu l'historique de développement hôtelier en Tunisie. Depuis les années 60, c'était des bungalows. Les années 90, on a décidé de multiplier la capacité par 2. Donc il y a tous les hôtels qui maintenant ils sont en train de faire le tourisme de masse, et assure le tourisme de masse qu'on vit. Il y a quand même des opérations qui ont été faites les dernières années de qualité, et on a une idée sur les coûts par mètre carré, par chambre, enfin tout ce qu'il faut. Malgré ça, très honnêtement, l'expérience que nous avons vécue pour assurer la réalisation des hôtels, que ce soit Ibis et Novotel, moi qui ai une idée un peu de tout ce qui se passe sur tout ce qui a été réalisé de bien en Tunisie, on était surpris de voir des coûts supérieurs par l'application de ces normes. Donc aujourd'hui, la première des choses, ce que je conseillerais, que ce soit des opérateurs, mais surtout les investisseurs dans leur pays, ou ceux qui s'intéresseraient à la Tunisie, c'est de comprendre très bien cette histoire de budget d'abord, avant d'aller voir un peu ce que ça va rapporter, parce qu'on sait très bien s'il y a un dérapage de budget de 20%, il ne sera jamais repris par les opérateurs. Les prix, le marché, c'est le marché. Donc il faut savoir ce qu'on va faire. Et la première expérience que nous avons faite du combo à Tunis, qui a ouvert en 2012, on avait un petit dérapage qui était contrôlable et qu'on a assumé, heureusement. Et la deuxième qu'on a fait à la ville de Sfax, c'est la deuxième ville du pays, je dirais que c'était un petit dérapage de 1-2%, pas plus, parce qu'il y a quand même cette maîtrise. Donc aujourd'hui, un appel aux investisseurs ou ceux qui gèrent les projets dans des pays qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Le Maroc, il a certainement une grande avancée, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, la Tunisie, il y a des architectes parmi nous qui connaissent très bien, un peu qui ont travaillé avec des marques étrangères aussi, que ce n'est pas homogène partout et la compréhension n'est pas homogène. Donc moi d'abord, je commencerai par insister, il faut bien travailler sur le produit, sur les normes, ce qu'on va faire, justement, comprendre les uns les autres, et faire cet arbitrage avant de voir les profits pour estimer la rentabilité de projet. En termes de business model, si on regarde un contrat de gestion par rapport à une franchise ou un hôtel géré par le propriétaire, qu'est-ce que vous voyez comme avantage et inconvénient dans les 3 cas de figure? Moi, j'ai démarré ma vie professionnelle dans une banque de développement. J'ai démarré en 89. Et c'était le boom des réalisations des hôtels. Il y avait une volonté de l'État, parce que le tourisme en Tunisie, quand même, il occupe une bonne place. Et il représentait 15% du PIB, maintenant 7-8%. Et on a voulu à l'époque, avec une multitude de banques de développement tuniso-saoudiennes, moi j'étais dans la saoudienne, les Émiratis, les Qataris, enfin il y avait toutes les banques de développement et 2 banques locales, une spécialisée en tourisme et une autre plus générale et nationale. On donnait des crédits à toutes les personnes qui ont acquis des terrains chez l'AFT. Ce matin, on a eu en panel le DG de l'AFT, parce qu'eux, il y avait des terrains, il y avait des zones, on a 1300 km de plage, beaucoup à exploiter. Et ces hôtels, ils étaient gérés, ils étaient réalisés, étudiés selon le goût des personnes, ou de leur architecte, de leur entourage. Il y avait, juste pour rigoler un petit peu, il y a parfois la maman, la fille qui rentrait un peu pour donner leur goût. Il y avait absence totale, sauf quelques exceptions bien entendu, de l'intervention de spécialistes du monde du tourisme pour le développement des hôtels. Donc aujourd'hui, le parc existant
il y a une bonne partie, qui a été développée dans cet esprit. Aujourd'hui, on sait très bien que ça ne peut pas marcher. Et nous, notre conviction, il y a une, on va dire, il y a conviction aujourd'hui de la couche, que ce soit de la fédération, aujourd'hui on a une fédération très jeune, que ce soit des politiciens, que ce soit des banquiers, que l'ancienne génération d'hôtels ne répond plus et il faudrait qu'on passe le cap. Donc nous, on est des précurseurs, la banque, la BIAT, on est précurseurs avec les clients que nous accompagnons, parce qu'on ne les font pas seuls, qu'il faut séparer, l'investissement du management. Et donc, à travers des réalisations pilotes, et on a d'autres sites qu'on est en train de développer avec des architectes ici présents, monsieur, donc WATG, qui développe un projet dans les normes, on va dire, internationales, un 5 étoiles franc-mer sur un site qui était occupé par un hôtel des années 60, peut-être 70. Donc je crois qu'avec ces sites pilotes, il va y avoir une compréhension et évidemment il sera géré par une enseigne. Une enseigne francophone. C'est pas encore décidé, en tout cas c'est à l'étude. Et la séparation, elle y sera évidemment entre l'investissement et le management. Donc nous conseillons fortement que les investisseurs locaux ou étrangers qui choisiraient ce modèle dont on parle. Et c'est avec ça, évidemment, qu'on peut avoir Hilton ou Marriott ou les autres enseignes qui peuvent rentrer. Donc cette maturité d'esprit elle existe chez l'élite tunisienne. Et je crois que les années à venir, ça sera ces modèles qui vont être suivis. Pratiquement plus aucun hôtel, je vois, qui est réalisé avec l'ancien modèle maintenant. On a vu le succès, bien sûr, des opérateurs francophones tels qu'Accor dans cette partie du monde, au Maroc, en Tunisie, maintenant avec vous. Et je voudrais donner une chance aux opérateurs internationaux d'exprimer quels avantages ils voient qu'ils pourraient apporter par rapport à un opérateur francophone. La mentalité étant un petit peu différente, la façon de travailler peut-être également. Peut-être, Yacine, ce que vous pensez Oui, alors, c'est une bonne question. Enfin, déjà, premièrement, on peut ouvrir des nouveaux marchés, potentiellement. Si c'est un pays où c'est principalement une clientèle francophone ou européenne. Mais après, il faut se dire aussi, enfin, en tout cas le groupe Marriott, on est répandu dans le monde entier. Nous avons une grande présence, une forte présence en Europe, dans le monde francophone, dans les pays sources qui viennent, que ce soit en Tunisie ou au Maroc. Donc, nos marques sont bien connues dans tous ces pays. Pour nous, on ne voit pas un challenge pour faire concurrence à une marque francophone, par exemple. C'est plus vers une diversification des source markets. Oui. Yeah, I think I agree with Yassine's point. It's totally valid about opening up, this region, Francophone region, to new markets, and it's not only, bringing in new business segments or new geographic source of business, but it's also, when you rely as heavily as this region does on, a couple of European markets, whenever those markets experience a downturn, then the whole market is going to suffer from it. So I think expanding, diversification kind of is key, right? And it's just in terms of diversifying into other source markets. And obviously Hilton is a huge brand with hotels all over the world, and we've established destinations around the world where previously, there was no community, tourism community around there. So we've been able to do that, and we've done it very successfully. Ras Al Khaimah is a great example in the UAE. Istanbul, Abuja, markets that previously really had nothing in terms of tourism, internationally branded hotels, and we've managed to
to develop those regions as well and the communities around them. So I think, you know, the key point is diversification. We're able to bring in those new source markets, but also induce new demand as well through our program Hilton Honors, which is, you know, in excess of 80 million members today and increasing very rapidly. In the last year, it increased by almost 15%. So, you know, that's in terms of the demand side. But to what we were saying earlier about what we can bring from in terms of the sophistication of the market, it's great to hear that that the Tunisian market is starting to evolve in terms of its sophistication and understanding of hotel management agreements and the value that international brands can bring. But looking at the how it can impact the actual residual value, the sale value of the hotel, because you're associated with an international brand, I think in terms of the financing, from the financing side, banks are a lot more, the banks that understand the brands and understand how the contracts work are a lot more favourable towards brands that have got a very strong track record, that can underwrite, you know, mitigate that development and operational risk as well, which ultimately has a positive impact on the valuation multiple. So it goes throughout the whole stream, right, and the whole industry and investment, you know, the hotel asset as an investment benefits. Juste pour rebondir sur le point d'Amir, en termes de valeur qu'apportent les marques et les opérateurs, une chose c'est la marque en soi, l'enseigne, la programme de réservation et tout ça, le loyalty, mais il y a aussi le cahier de charges techniques, quelque chose qui permet finalement à développer un produit qui est durable, qui peut être assuré par une assurance pour des risques de sécurité ou d'incendie ou quoi que ce soit, et créer un produit qui est plus durable sur le long terme. Donc on pense vraiment que nos charges techniques sont une valeur ajoutée aujourd'hui. Alors, si on se met... It's a totally valid point. I just want to continue on that as well, because it is a really important point, and I understand, you know, that there are a lot of independently operated hotels in the region, and a lot of the time owners will say, you know, why is it necessary for me to invest in these brand standards when I'm performing fine? And, you know, but I think the point is, one of the key points is the FLS side of things, and providing that expertise that we've developed over 100 years this year of operating hotels and hundreds of thousands of rooms. We've managed to, you know, we understand the nuances of hotels throughout the world and what we need to do to ensure that those hotels operate in the safest manner, and also protecting our guests, which is ultimately, you know, key, especially for the corporate guests when they're going out to secure an RFP or during the pre-opening stage, or, you know, on the annual RFP stage when you're going out to source those corporate contracts. If you don't tick certain boxes in terms of fire, life, safety standards, you're automatically excluded. So there's a value add in that respect as well. But that's the kind of discussion on the FLS, and I think it's a really critical one to acknowledge. S'il y a une valeur ajoutée, bien sûr, à suivre un cahier des charges techniques d'un opérateur, de la part d'un investisseur, comment s'assurer que l'hôtel qui dessine ne correspond pas qu'à une marque spécifique. Quand on signe un contrat de gestion, c'est sur 15-20 ans. On espère que l'hôtel durera bien sûr beaucoup plus. Il est possible que dans 15-20 ans, nous ayons entre investisseurs et opérateurs des objectifs différents et qu'on ne renouvelle pas. Comment s'assurer qu'à long terme, on développe un hôtel qui puisse aller d'une marque à l'autre tout en respectant et en bénéficiant de ces avantages de la marque? En fait, au-delà de l'aspect sécurité qui est super sensible pour les marques américaines, le technical agreement ou le cahier des charges de l'opérateur, et en fait la valeur ajoutée de l'opérateur, au-delà de la gestion effective de l'hôtel sur les 15-20 années qui suivent, c'est aussi la configuration du bâtiment et pour son efficacité. Donc pour nos project managers, c'est une réelle valeur ajoutée. Quand le propriétaire paye les fees, et ben, cette efficacité du bâtiment,
c'est une vraie optimisation pour le propriétaire. Maintenant, comme tu dis, le propriétaire doit construire l'hôtel pour le marché et non pas pour la brand. Donc, c'est sûr que souvent le propriétaire a envie d'une signature dont il rêve parce que ça fait trendy, c'est classe d'avoir une signature, mais ne pas oublier qu'il doit d'abord répondre au marché. Ça, c'est la première erreur à éviter. La deuxième, c'est une fois que tu suis le cahier des charges de l'opérateur, ne pas mettre des œillères et suivre ça comme un taureau parce que justement, le risque de changement de l'opérateur pendant la construction existe. Donc si on tombe sur un opérateur avec des spécifications très précises et non adaptées au marché, et que ensuite le propriétaire se dispute pour X raisons avec l'exploitant et qui change, et ben, ce propriétaire se retrouve avec un bâtiment très difficilement vendable à un autre exploitant, si je peux dire ainsi. Il ne faut pas se leurrer, hein, les bâtiments, on va pas, les marques, ils ne vont pas imposer une fonctionnalité bien déterminée ou des chambres qui sont atypiques. Ou, avec nos architectes, ils sont capables, ils savent très bien créer de l'espace, créer un produit qui répond à 3 étoiles, aux 4 étoiles, aux 5 étoiles, tout ce qu'on souhaite faire. Les marques, ma compréhension des normes, c'est des normes c'est des normes de qualité. Tout ce qui est décoratif, là, c'est pas un problème. Au bout de 7 ans, 10 ans, on devrait le changer. Dans tous les cas, avec un contrat de 10 ans, c'est largement suffisant. Tout ce qui est en rapport avec le bâtiment, là, ce sont les concepteurs qui sont garants qu'on peut reprendre ça d'une marque à l'autre. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude en suivant les normes d'une marque à l'autre. Il n'y a pas de difficulté de reprendre un produit Hilton en Marriott ou un Accor. Il n'y a pas de grande difficulté, sauf si pour des produits très atypiques, là, il faut faire attention, bien sûr. Donc, si on fait un hôtel business, c'est un hôtel business. Exactement. J'ai un cas précis d'un business hôtel qui, justement, était sur une cible business, donc pas de restauration, pas de restaurant, du snacking. Et si on change d'opérateur et cet opérateur a envie d'en faire un peu plus leisure que business, automatiquement il a besoin d'un restaurant. Or, rien n'a été prévu pour la restauration. Voilà, un exemple peut-être. I think in terms of the brand standards, they are there for a reason. Like you say, it adds value, adds comfort. It encourages. That's why the markets, the investors love them because they know what they are. They're predictable. The banks like them because they're predictable. They know what they're getting into. They know where the risks lie. But to your point, it is important to understand that we need to, in certain regions, acknowledge regional differences. And, we are adapting our, I take up probably our hardest brand in terms of a prototype, which is the Hampton brand, Hampton by Hilton. And that is a mid-scale product, focus service. It's a very, very efficient brand. It's designed in such a way that, every square meter counts. And it's ultimately maximally productive. So any kind of movement from that prototype results in changes to the development costs and ultimately the operational cost throughout its life cycle, which can add up every year to a significant amount. So that's our hardest brand, but we've managed to adapt that to the Middle East region and the Asian region. So we've adapted to those different continents, and we have to adapt to the markets. We have to kind of think kind of locally, right, and adapt. So I think we do that, but things, items, brand standards like FLS are so critical to us, and also for the owners as well in terms of their insurance and
let's not forget as well, ultimately in most cases, there's an exit envisioned. And you were saying, how difficult is it to move once you're locked into those brand standards to another brand? But how difficult would it be to exit your investment if you don't have those brand standards in place and you go for an operator with brand standards that are not as attractive to investors, because there are certain risks, and then you end up in a kind of ongoing defensive capex obligation throughout the life of the asset, and then a potentially big investment for an incoming owner at the end. So it would all, in terms of the investment, it would all probably balance itself out if you want to keep yourself open to that same pool of investors. But ultimately, your operational costs are likely to, your income, your net income of the property under having those brand standards in place is likely to be higher than if you went with an operator that did not have that level of standards that the market trusts, not only the investment community, but obviously the consumer as well. Juste pour ajouter, si je peux, sur le point d'Amir, c'est vrai que nos marques sont quand même... alors, les charges sont différentes par région. Les prototypes d'un Courtyard by Marriott ou un Four Points by Sheraton aux États-Unis, vous allez voir que les lobbies sont plus petits, la restauration est extrêmement limitée, alors que dans certains marchés ici, dans cette région, vu que l'hôtel, même qu'il soit à 4 étoiles ou quelque chose de très efficace et prototype, il y a une demande pour la restauration. Et du coup, nous augmentons les espaces, il y a parfois du banqueting, il y a parfois des salles de conférence. Donc, la programmation du produit doit être faite par rapport au marché, ça c'est clair. Après, les marques, quand on augmente dans l'échelle, donc quand on part d'un produit 3 ou 4 étoiles qui est prototype, axé affaires, et quand on commence à passer dans le luxe pour monter à quelque chose comme un Ritz-Carlton, là vous allez voir que les standards de design sont très différents et ils sont très adaptés au marché en termes de concept, en termes d'architecture, en termes de design, en termes de ce qu'on met dedans dans les facilities. Donc la flexibilité et le changement augmente quand on monte dans l'échelle. Moi, je suis témoin, en tout cas, avec la petite expérience que nous avons avec Groupe Accor. Ibis, c'est des hôtels bien normés, c'est 17 mètres carrés, il n'y a pas de salle de réunion, très peu de restauration, petit déjeuner et une petite carte. Donc, lorsqu'ils nous ont demandé d'aller à la deuxième ville, qui est la ville de Sfax, on leur a dit, c'est pas possible. Arrivé, il y a 5 étoiles, 4 étoiles locales qui ne sont pas dans les normes, ils ne représentent rien du tout, ces hôtels dans la région. Par contre, on va arriver avec un produit normé qui vient de la France, où 17 mètres carrés, c'est acceptable à Paris, on peut l'accepter. Par contre, à Sfax, ce n'est pas possible. Donc, du coup, on leur a demandé de changer certaines chambres, de les augmenter en surface, donc de les surclasser en quelque sorte, de faire des choses un peu pour répondre à certaines demandes, par exemple des chambres communicantes, on en a mis plus que habituel, plus que leurs normes. On a demandé de faire des compartiments famille dans les bouts de couloir, avec des chambres un peu plus grandes. Dans les parties rondes, on a fait pas des suites, mais des chambres, on va dire, plus, 3 étoiles plus. Il y avait 20 ou 22 mètres carrés. Ils ont accepté. On a demandé de faire 5 salles de réunion, pas grandes. Ils ont refusé la grande, parce qu'à Ibis, il n'y a pas ce concept de banquet. Et une piscine, un deuxième bar. Tout a été accepté, ça a été négocié par le propriétaire et ça a été accepté par la marque. Donc, moi, très honnêtement, ça, je crois que ce n'est pas effrayant de dialoguer avec et de négocier avec une marque qui arrive avec des produits très standardisés. Donc, ce n'est pas un handicap de partir avec une marque avec un produit standardisé, sachant qu'on peut toujours négocier de faire des choses
en adaptation au marché. C'est à Hilton de s'adapter à la We'll have a chat, but I think it's totally valid. I think, and our approach is as well. If there is justification for those brand standards to be molded to that particular site or market, or the conditions of that investment itself, then we'll consider it. We always take a kind of pragmatic approach to this thing. At the end of the day, if we believe that this product, this concept brand is going to work in that market, we want to be there. So we will do what it takes to get in there, whilst respecting and the integrity of the brand and what the brand promises to the owner and to the guest. And that's a discussion that we're always open to, and we have been, and we've got similar experiences to that. But what we can't do is have a Hampton by Hilton. Again, I'm going back to that example because that is a very hard prototype concept. Having kind of product creep and facility creep, where all of a sudden it's become a full-service hotel, and then the value proposition isn't there. So we then can look at another brand. Obviously, maybe we'll kind of turn into a DoubleTree or a Hilton Garden Inn, for example. But the point is that we need to be pragmatic and work with the owners to make sure that the cost is ultimately controlled, because we don't want to be in a position where we're imposing certain standards that actually in that market really aren't necessary, and it's only going to result in additional costs for owners. So it's a discussion that needs to be had, especially in emerging markets where, like you were saying, cost consultants, as much as we would love to have them as experienced and sophisticated and understanding that they can add value to that whole procurement strategy and contracting strategy, in some markets they're just simply not there. So there needs to be a shared approach in terms of how we approach brand standards. But I think the point is there's a discussion to be had in some cases. Encore juste une dernière chose là-dessus. C'est intéressant l'exemple que vous avez donné à Sfax, parce que vous voyez, dans ce cas-là, il faut aussi s'attendre en tant que propriétaire que si vous faites un produit Ibis plus, comme celui que vous avez fait, le business model change aussi. Vous avez tout d'un coup besoin de plus de staff. Les coûts opérationnels vont augmenter. Et il faut avoir ces discussions depuis le début pour avoir les attentes aussi, de se dire, bon, on va changer le produit, mais du coup, le modèle va changer aussi, les retours seront différents. Mais tant que tout le monde est au courant de ça depuis le début... Tu as raison, ils nous ont refusé des choses. Par exemple, on leur a dit un Skybar. Ils disaient non, parce que ça va doubler les équipes sécurité, ça va doubler, il va y avoir un troisième shift. Donc, ils ont refusé. Par contre, une piscine à côté de la partie centrale, ça ne dédouble pas tout ce staff, et ça a été accepté. Donc, ces discussions, elles ont eu lieu. Et aujourd'hui, on est en train de réaliser un nouveau hôtel au Berge du Lac avec des chambres à 32 mètres carrés. Donc, on a de 20 mètres carrés à 32 mètres carrés. Et ça a été accepté aussi parce qu'on ne peut pas venir concurrencer des marques Concorde, il a un 5 étoiles, aujourd'hui Movenpick, un 5 étoiles, qui ont une vue sur le lac. On ne peut pas arriver avec un nouveau hôtel à 24 mètres carrés standard avec une belle offre de restauration. Et ça a été accepté aussi. Il y a cette compréhension. Donc, justement, tu as raison. Ils nous ont refusé des choses. On voit bien, comme vous disiez tout à l'heure, l'avantage de la séparation des rôles entre le propriétaire qui amène une expérience locale et un opérateur qui amène l'expertise à long terme de l'opération. Et à ce sujet-là, j'aimerais que Youssef parle un petit peu des avantages, ou plutôt des rôles que chacun a joué avec le Technical Service Agreement. Justement, nous, le rôle qu'on essaie un peu de jouer, c'est d'accompagner l'investisseur propriétaire dans la compréhension du rôle de l'archi, du déco et de l'opérateur. On peut ensuite aussi ajouter tout l'aspect signalétique, identité visuelle qui peut aussi se greffer par-dessus tout ça. Mais il est important aujourd'hui pour le propriétaire de comprendre que l'opérateur
l'exploitant, avec tout son savoir-faire, son expérience et sa force de frappe, n'est pas le project manager ou celui qui va prendre par la main le propriétaire pour tout lui expliquer pas à pas. C'est vraiment un travail et une prestation que le propriétaire doit payer pour comprendre à ce moment-là, et c'est un peu ce qu'on fait, définir les rôles de l'équipe, de la maîtrise d'œuvre, qui est constituée de l'architecte, du bureau d'études, du topographe, de tous les autres consultants cuisinistes. On a un des très bons avec nous ici aussi, et qui, pour comprendre, même s'il y a des guidelines et des spécifications, il faut, par exemple, pour l'acoustique, il faut un consultant acoustique. Même s'il y a des guidelines et des spécifications et une personne affectée à un projet chez Marriott, il faut quand même avoir des consultants sur place qui vont driver le projet. Donc, et surtout, l'archi et déco, parce que hier on a parlé du lot déco qui peut faire péter un business plan. Autant l'archi, c'est quelque chose d'objectif cadré, autant le lot déco, c'est quelque chose de complètement subjectif. Et souvent, on a eu des frustrations chez les propriétaires investisseurs quand on arrive au lot déco et qui, malheureusement, ce n'est pas le début, c'est la fin. Et donc, à la fin, il y a déjà plus d'argent et qui, en plus, fait péter la tirelire, si je peux dire. C'est toujours mieux d'optimiser les coûts avant qu'après, c'est ce que vous dites. Très bien. J'aimerais peut-être, avant de m'adresser à l'audience pour quelques questions, si chacun, en commençant par Yassir, si vous pouvez me dire quelles sont les 2 ou 3 choses vraiment à respecter pour le succès de l'ouverture d'un hôtel. Ok. Je pense, bon, alors la première chose, c'est vraiment de quoi on a parlé pendant cette discussion, c'est la planification depuis le début. Donc, engager avec l'opérateur depuis le début, au tout début du projet, et monter l'équipe, enfin la bonne équipe, avec les bons consultants, bien préparer le budget, la programmation du projet avant de se lancer. Ça, c'est clé. Après, essayer de garder la même équipe durant le projet et pas changer de project manager ou changer de compagnie de construction 3 fois pendant le projet, parce qu'après, ça crée des soucis. Mais après, une autre chose qui est importante, c'est vraiment entre l'opérateur et le propriétaire, de garder un dialogue ouvert, pouvoir parler des problèmes, pouvoir discuter, que chacun connaisse son rôle et ses responsabilités, bien lire les contrats, ce qu'il y a dedans, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et ça permet d'avoir vraiment une visibilité et une transparence depuis le début, avant de lancer un projet. Youssef ? Moi, je vais réinsister sur les attentes. Il faudrait vraiment que les attentes du propriétaire soient en phase avec les attentes de la marque, de la brand, avec précision et en rentrant dans les détails. Et dans ce sens, le propriétaire doit vraiment faire un effort et un travail pour comprendre le cahier des charges, les spécifications, et voir si ça match, parce que de toute façon, les opérateurs, c'est ni leur premier hôtel, ni le dernier. Par contre, le propriétaire, très souvent, c'est son premier hôtel. Donc, dans ce cas, c'est lui qui se trouve avec des attentes différentes, l'opérateur étant, c'est assez standard chez vous. Donc, de ces attentes découle le budget, et du budget, le dépassement des coûts. Donc, dans ce sens, avant même de commencer, comprendre exactement quand on approche une marque, quel sera le degré de finition, du standing, de la programmation. Ça, c'est un facteur clé pour moi. Et deuxièmement, encore une fois, commencer par un project manager, un peu le chef d'orchestre, qui a déjà une expérience d'ouverture d'hôtel dans la ville dont il s'agit. Et qui sont indépendants également, vous disiez. Oui, complètement indépendants et autonomes. Oui, exactement. Non, mais c'est important, parce que comme ça, il peut servir de tampon ou aligner plutôt les différents acteurs. Moi, je rajouterai à ce qui a été dit. D'abord, j'insiste sur le bon choix du produit pour la ville là où on va. Donc ça c'est important, ou le quartier même.
Donc il ne s'agit pas de rêver justement de mettre un Sofitel ou un Four Seasons ou un Hilton à Tunis par exemple. Si on n'est pas sûr que c'est le bon produit et au bon moment justement. Nous on a considéré avec Groupe Accor à l'époque qu'il faut commencer par l'économique et le mid-scale. Donc 3-4 étoiles, parce qu'il n'y a pas de place de Sofitel quelques années. Peut-être dans les futures années, il faut qu'on fasse un Sofitel ou un Hilton. Et Four Seasons aujourd'hui, il a bien démarré. Et justement, un deuxième problème qu'on voit chez nous, en Tunisie et probablement dans d'autres pays, c'est la formation, parce qu'on ne parle pas. On est en train de parler de bâtiments, on est en train de parler de hardware. Par contre, les ressources humaines, c'est ça qui va faire sortir un hôtel. Moi, lorsque j'ai vu Accor, lorsque nous avons mis un poste dans le budget formation, j'ai voulu commencer à le négocier et ils nous ont arrêté. Ils nous ont dit ah non, ça, on ne peut pas. Comme ça, 3 étoiles et 4 étoiles, un Ibis, un Novotel, ça paraît assez simple de le faire. Mais lorsque j'ai vu l'équipe qui sont venus de Paris pour les former, y compris les femmes de ménage, pendant 4 mois, et là on voit un peu le résultat, on voit la satisfaction après des clients qui viennent chez nous. Ils ne viennent pas que pour la chambre, ils ne viennent pas que pour la marque ou pour la sécurité, pour l'hygiène, ils viennent aussi pour être bien accueillis. Aujourd'hui à Four Seasons, ils ont 1000 paquets, ils ont quelques réclamations, ils sont en train de les surmonter, mais un conseil que je donnerais à toutes les marques qui veulent mettre, par exemple, un 5 étoiles en Tunisie, il faudrait qu'ils mettent le montant qu'il faut et ils mettent les moyens qu'il faut pour la formation. Ça, c'est un point très important. Et j'ai un conseil aussi, clé de réussite, là aussi, pour les investisseurs comme nous. Il ne faut jamais partir avec un schéma de financement qui est déséquilibré entre fonds propres et crédit. Chez nous, on demande 40% de fonds propres. Pour les opérations qu'on a montées, qu'on est en train de monter, on part minimum 50% et pour être à l'aise, parce que le coût de la dette est cher et lorsqu'on part avec des marques, de nouvelles marques avec un coût relativement consistant, il ne faut pas s'attendre que pendant les 2 années ou 3 années, les 2-3 premières années, qu'il y ait des profits. Donc justement, il faut qu'ils fassent attention, les investisseurs, dans le financement et la manière de financer leurs opérations. Merci Malek. Amir, vous voulez rajouter quelque chose? Yeah. I mean, I think it just goes back to what I kind of initially said about matching the product to the market and to the site. Number one, making sure that, as you just said as well, it's essential that you develop the appropriate product for that market. And then obviously the professional team, which we've all kind of, I think we're all in complete agreement with, and don't go cheap. Paying for the right advice can have a significant impact, in terms of reducing that development risk and the cost and time it's going to take to deliver that project. We've seen numerous examples of projects that have just stalled because of the wrong advice, or have gone in the wrong direction and resulted in a lot of kind of changes and variations. The later on you go, the more costly it is to make those to make changes to that project. So I think that's critical. And again, not to kind of underestimate the importance of the role of the cost consultant and how they can provide that advice. I think secondly is then just on the team itself, not limiting it to those the design team, but also who are your financial partners as well? How are you sourcing the right type of debt or equity, and the form of that, and do those financing partners, the banks, or whoever it is, actually understand the risk associated with a hotel investment and can price that accordingly, because that can have a significant impact, obviously, depending on your capital structure.
in terms of the overall kind of returns on the investment. So I think choosing the right financing partner to go with is another team member we shouldn't avoid. And yeah, then I guess the operating model as well, which we haven't really spoken about, but making sure that operating model is the right one for the owner as well, whether that's a managed contract or a franchise agreement where the operation would all be on the owner or a third party that the owner appoints, but you need to make sure that third party really understands, again, how to operate in the most effective manner in that country. And so operating models, I think, is absolutely critical. And the contracts as well, the form that contract will take. It has to be a balanced contract for it to work. Otherwise, one party is potentially not going to be enjoying the marriage as much. But yeah, I think these are some of the key major points to consider. Merci Amir. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'audience pour notre panel. Merci. Merci.